tous, merci de nous rejoindre pour cette émission réalisée en coproduction avec le cabinet de conseil et d'audit KPMG. Parmi le cœur de métier, accompagner les acteurs de la montagne et ils en ont besoin cette année. La question n'est plus d'éviter la crise ou tout simplement la fermeture des remontées, mais de l'affronter et d'y trouver, pourquoi pas, des clés pour se réinventer. Économie de la montagne, quelle solution pour résister et rebondir dans un contexte économique sans précédent? Ce sont les questions auxquelles nos invités vont tenter de répondre. La crise que nous traversons est sans précédent pour nos territoires de montagne, 120 000 emplois directs et indirects, 10 milliards de chiffres d'affaires annuels en suspens et encore beaucoup d'inconnus. On devrait peut-être en savoir plus aujourd'hui, ce 11 mars, puisque le secrétaire d'État au tourisme et le secrétaire d'État à la ruralité sont à Chamonix en ce moment même pour présenter le plan d'investissement montagne du gouvernement. On tâchera d'aller y faire un tour avec nos équipes qui sont sur place dans quelques minutes. Guillaume Requin, associé chez KPMG, spécialisé dans le retournement, restructuring de société, est à mes côtés. Bonsoir, bonjour. Merci d'être avec moi. Nous sommes ensemble pour 1h30. On compte sur vous pour poser vos questions à nos invités. Tout est en place pour qu'on puisse les faire remonter. Alors, avec nous, autour de la table aujourd'hui, Fabien Fély, vice-président du directoire et directeur commercial de Poma. Le leader du transport par câble peut s'appuyer sur sa longévité, 80 ans d'expérience, 1500 collaborateurs, 450 millions de chiffre d'affaires en 2019, 90 pays, 8000 appareils aux 4 coins du monde. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Mathieu Évrard, directeur général des hôtels très particuliers, un groupe hôtelier nouvelle génération, digital native, exploitant en propre ses hôtels. C'est le cas notamment de la Folie Douce Hôtel de Chamonix et de 2 établissements à Serre-Chevalier. Bonjour, merci d'être là. De l'autre côté, Cyril Goutenoir, directeur du pôle tourisme du Crédit Agricole des Savoies, 53 agences au-dessus de 8800 mètres d'altitude, c'est déjà pas mal, des participations au capital de plus de 70 sociétés, un pôle tourisme avec une trentaine d'experts dédiés. Votre expertise en matière de développement économique alpin s'est renforcée au fil des années. Vous allez nous expliquer pourquoi. Merci d'être là également. Merci. Lionel Flasseur, directeur général d'Aura Tourisme. Auvergne-Rhône-Alpes est le premier domaine skiable et la première destination touristique mondiale en hiver, avec plus de 50 millions de nuitées réalisées et 197 stations. Merci également de votre présence. Et puis nous entendrons également dans cette émission Mathieu de Chavannes, le président de la compagnie du Mont Blanc, forcément mobilisé aujourd'hui à Chamonix. Nous l'avons contacté il y a quelques jours en visio. Alors, vous le savez, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'émission et puis on prendra 2 temps pour y répondre avec nos invités. Alors, pour commencer, Guillaume Requin, de quoi parle-t-on précisément lorsqu'on parle d'économie de montagne ? Eh bien, écoutez, merci tout d'abord, merci à tous nos invités d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, on a voulu ce moment pour essayer de positiver un petit peu. On ne sous-estime en aucun cas la souffrance actuellement des territoires de montagne et les interrogations qu'ils peuvent avoir et un secteur qui aujourd'hui se questionne beaucoup sur ce que sera demain. Mais on sait aussi que les montagnards sont des gens résistants, résilients, capables de beaucoup trouver de ressources pour se réinventer. Et c'était un petit peu l'objectif qu'on souhaitait avoir aujourd'hui. Ce n'est pas une économie de montagne, c'est des économies de montagne. On a beaucoup parlé dans cette introduction notamment du chiffre d'affaires annuel de la partie sport d'hiver. C'est environ 10 milliards de chiffre d'affaires et 120 000 emplois. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les définitions aujourd'hui, les territoires de montagne, c'est 2500 communes, ne serait-ce que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 36% de la population, près de 65% des territoires. C'est 2 500 000 habitants et c'est 1 million d'emplois, directs ou indirects. Ce qui veut dire que quand on parle d'économie de montagne, certes, il y a les 120 000 emplois dont on parle aujourd'hui qui sont ceux des saisonniers liés à l'activité touristique hivernale, mais il y a aussi tout l'environnement des gens qui dépendent indirectement. Ça va du médecin au boulanger, en passant par les entreprises qui sont au service. Poma en est un exemple. Alors oui, bien évidemment, les hôteliers sont là, les restaurateurs sont là et ils souffrent en première ligne, puisque l'activité tourisme est leur première activité, mais ça ne suffit pas. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2016, on a considéré que dans la loi de protection des territoires, l'économie de montagne, c'était l'ensemble des territoires dont le développement équitable et durable est un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental et patrimonial. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment, au-delà de la crise sanitaire que nous vivons, on va être capable d'appliquer ces mesures, d'appliquer cette loi et d'aller chercher
ce rôle économique, social, environnemental, patrimonial, cet objectif d'intérêt national qu'attendent les territoires, avec un besoin d'aide évidemment, mais surtout d'activité, avec un besoin d'être entendu et de se responsabiliser. On a des acteurs qui sont responsables aujourd'hui, qui ne demandent qu'à bien faire et qui ont besoin d'être accompagnés. Et on va en parler ensemble tout au long de cette émission. Alors on va commencer avec le panorama que l'on peut dresser aujourd'hui. Nous sommes mi-mars, normalement la saison basson plein, les vacances de février viennent de se terminer. Alors quels sont les premiers impacts mesurés et mesurables? On commence avec vous, Lionel Flasseur. Les secteurs économiques de la montagne, puisqu'on l'a vu, ils sont multiples, sont totalement à l'arrêt ce 11 mars, ou est-ce que certains ont réussi tout de même à travailler, tout simplement? Effectivement, c'est toujours compliqué à la fois de se réjouir qu'il y ait du monde en montagne, et notamment pendant les périodes de vacances, et à la fois de parler de catastrophe économique. On peut parler de catastrophe économique du fait de la non-ouverture des remontées mécaniques. Aujourd'hui, d'après nos estimations, on va perdre 6 milliards d'euros au niveau de la région, 6 milliards d'euros pour la période des sports d'hiver. 6 milliards d'euros sur un total annuel dans une période normale de 21 milliards d'euros. Donc ça se cumule aux 2 milliards perdus sur la première séquence en 2020. Donc tout ça pour dire que l'impact est extrêmement important. Effectivement, avec, et toujours délicat de parler autour d'une moyenne, hein, simplement il faut être en capacité effectivement de faire une distinction entre les stations d'altitude et les stations village avec des comportements ou des impacts qui peuvent être différents. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les remontées mécaniques sont le poumon véritablement des activités de sport d'hiver. Il y a une vraie distinction à faire aussi entre la fréquentation, on a vu du monde sur les fronts de neige, et l'impact économique de ceux justement qui étaient en station. Très clairement, hein, c'est pour ça on distingue la partie volume de la partie valeur. Donc on peut avoir du monde en apparence, et pour autant l'impact économique est extrêmement important et désastreux. Aujourd'hui, sur la période des vacances d'hiver, c'est un taux d'occupation qui est divisé par 2 par rapport à une période classique. Donc, je vous laisse voir effectivement l'impact que ça peut avoir. L'Association nationale des maires des stations de montagne évoque les touristes dépensent 10 fois moins que lorsqu'il y a du ski alpin en ce moment dans nos stations. C'est exactement ça. Et on sait aussi que les remontées mécaniques ont un effet de levier extrêmement important sur la consommation. 1 euro dépensé dans une remontée mécanique sur un forfait a un effet de levier de 6, donc 6 euros dépensés sur le territoire. Donc c'est extrêmement important. Alors, on a beaucoup entendu parler de gros chiffres d'enveloppe de la part de l'État, des collectivités pour venir en aide aux professionnels de la montagne. Vous utilisez le terme de catastrophe économique. Un plan à 4 milliards d'euros. Alors, on devra en savoir plus aujourd'hui, au moment où l'on se parle. Guillaume Réca, qui peut toucher combien ? Alors c'est un sujet qui est compliqué. Je pense qu'il y a 2 natures d'aides. Il y a les aides obtenues par l'État, c'est-à-dire ce qu'on a entendu au travers notamment du Fonds de solidarité, de l'aide au chômage partiel de longue durée, des éléments relatifs aux aides versées aux exploitants de remontées mécaniques, des aides sur les charges sociales. Ce bloc-là va représenter environ 1 milliard sur le plan. L'État a pris en charge, a accepté de prendre en charge les pertes des exploitants des remontées mécaniques dans une proportion qui peut aller jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Le Fonds de solidarité est intervenu très rapidement pour aider les TPE, les plus faibles, ceux qui n'avaient pas d'autres activités. On parle des remontées mécaniques, il y a aussi toute cette activité des moniteurs de ski. Ce sont des gens qui sont parfois sur 2 métiers. Ils vont être dans la ruralité, l'agricole, l'artisanat l'été et sur les pistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces aides se sont activées. On entend beaucoup qu'elles n'arrivent pas assez vite, qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Si on fait un benchmark avec ce qui s'est passé en Allemagne, on a toujours dit que l'Allemagne est bien plus en avant que nous. Il y a quelques jours, on a découvert par Garmisch-Partenkirchen, par exemple, qu'ils n'étaient pas du tout en avance et que les exploitants n'avaient pas eu plus d'aide que nous. Donc ne soyons pas dans la critique. Les mécaniques existent, elles vont peut-être être longues. En attendant, il y a aussi une autre aide, et je crois que c'est important de le dire, c'est que les partenaires bancaires ont joué le jeu, et peut-être que Cyril est plus à même que moi de le dire, mais que ce soit au travers des PGE, parce que c'est quand même la responsabilité des banques, mais aussi des gels, vous avez beaucoup pu intervenir. Justement, quel peut être votre rôle dans cette catastrophe économique en tant que banque ?
Je dirais qu'effectivement, au-delà des aides de l'État, au-delà des aides de la région, au-delà des aides du département, parce que toutes les collectivités ont véritablement joué le jeu, et je pense que c'est essentiel et nécessaire. Les banques ont joué un rôle extrêmement fort et sont impliquées dans d'abord le plan de soutien à l'économie. Avant de parler du plan de relance, on parle d'abord du plan de soutien. Le sujet majeur, quand on traverse une crise comme ça, c'est de soutenir la trésorerie. Il faut que les entreprises, c'est le nerf de la guerre, il faut qu'elles aient la capacité à tenir le choc. Et donc, comme le disait Guillaume Requin, il y a 2 dispositifs qui ont été extrêmement puissants au niveau des banques. C'était d'abord les prêts garantis par l'État, où on a distribué de façon extrêmement massive ces fameux PGE pour donner justement immédiatement une capacité de soutien et de trésorerie aux entreprises. Et puis le deuxième volet de ce plan, c'était essentiellement les pauses crédit, où on a dit, quand vous avez un encours de crédit, quand vous avez des prêts chez nous, on les pose. On arrête pendant 6 mois, 12 mois, voire plus si nécessaire. Et donc ça permet, alors pas d'apporter de la liquidité immédiatement, mais au fur et à mesure de ces pauses, de ne pas payer justement et de ne pas se démunir de cette trésorerie si précieuse. Ce partenariat, je ne sais pas si le terme est bon, public-privé, dans un moment comme celui-ci, avec les collectivités, l'État qui montent au créneau, les banques aussi, il est essentiel ? Oui, il est essentiel. Effectivement, les banques ont la nécessité de soutenir l'économie, mais je crois que dans une crise telle qu'on la vit, telle qu'on l'a vécue et telle qu'on va encore la subir, malheureusement, les pouvoirs publics, les collectivités sont un maillon essentiel de la chaîne parce que, encore une fois, les banques travaillent sur un sujet, c'est le sujet de la dette, c'est le sujet. Donc ça veut dire qu'on est en train d'injecter, nous, dans les bilans des entreprises, et les experts comptables, les professionnels de la comptabilité le constatent au quotidien. On est en train de mettre de la dette qui est pour moi de la dette stérile, c'est-à-dire qu'elle ne finance pas de l'investissement, elle sert simplement à tenir le coup et à alimenter l'entreprise pour tenir sa trésorerie. Et donc cette dette, finalement, elle ne va pas servir à créer de la valeur. Elle va juste servir à tenir le choc pendant cette période. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics, à tous les niveaux que ce soit, soutiennent ces entreprises, les TPE, les PME, les ETI, pour justement permettre de passer ce cap, de compenser ces pertes de chiffre d'affaires et de poursuivre l'investissement, parce que des entreprises comme Poma, si les remontées mécaniques l'année prochaine, ou cette année n'ont pas d'aide, elles ne vont pas pouvoir réinvestir dans le renouvellement de leur outil ou l'extension du domaine. Donc ça, c'est véritablement important. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas être seul dans ces opérations. Les pouvoirs publics et les banques doivent jouer de concert. Pour le moment, rien n'a été versé, ou très peu, dans les professionnels des différents secteurs. Alors, on ne peut pas dire les choses tout à fait comme ça. Effectivement, il y a 2 volets différents. Il y a la gestion de la crise. Et dans la gestion de la crise, l'État a agi très vite. Le gel des charges sociales, ce n'est pas une somme qui rentre, mais c'est une somme qui ne sort pas. L'allocation partielle longue durée a été versée et est versée régulièrement depuis le mois de mars 2020. Donc quand vous avez un salarié en chômage partiel, il est pris en charge et il est pris en charge tout de suite. Donc ce sont quand même bien des versements sans lesquels d'ailleurs l'explosion du taux de défaillance des entreprises serait intervenue. On est au point le plus bas en termes de défaillance d'entreprises jamais connu depuis 20 ans quasiment, avec moins 40% par rapport à 2019, en 2020, et on est sur la même tendance depuis le début 2021, c'est bien parce que les mécaniques d'amortisseurs sont intervenues. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas été versé. Maintenant, la vraie question, c'est sur le plan de relance, sur les différents plans d'action qui sont engagés. Rien n'a encore été versé. Alors, on a parlé de cette enveloppe de 4 milliards d'euros. Il y en a une partie quand même qui a été décaissée au travers des PGE. Il y en a une partie qui va encore être décaissée. Le plan de soutien d'Auvergne-Rhône-Alpes est un plan de 400 millions qui est en train de se mettre en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce plan, il doit à la fois être destiné au fonds de solidarité, c'est-à-dire pour les plus fragiles et les plus petits, mais aussi, comme le disait Cyril, à la relance et à la relance économique et industrielle. On ne pourra pas aujourd'hui verser des sommes autrement que sur des grands projets. Ces grands projets, il y en a qui existent, il y en a qui sont aujourd'hui, on va dire, en train d'apparaître, mais il y en a qu'on ne connaît pas encore. Et c'est là-dessus que l'État compte. Il compte aussi sur l'inventivité de nos industriels, de nos acteurs des territoires, pour proposer des solutions qui permettent de justifier de l'utilisation de ces fonds.
Alors, nous avons avec nous deux chefs d'entreprise sur ce plateau qui peuvent témoigner de l'impact très concret au quotidien de la fermeture des remontées et de la crise sanitaire sur leur activité. Fabien Chély, le leader mondial du transport par câble, subit-il de plein fouet cet arrêt? Vous êtes ce qu'on peut dire en seconde ligne? C'est un terme qui vous convient? Oui, ça nous convient. On est un fournisseur de remontées mécaniques, un fournisseur historique des stations françaises et du monde. On a été très impacté et on l'est toujours. En fait, on a continué à travailler au milieu de la crise. On a réussi à garder nos usines ouvertes dès mars l'année dernière. C'était d'ailleurs pas simple. Et on a essayé justement de garder une activité de production des commandes du passé. C'est-à-dire qu'on avait des commandes du passé qu'on appelle en anglais un backlog. C'est-à-dire qu'on avait des commandes du passé qui venaient de France et de l'international. Et on a réussi à rester ouvert et on se rend compte aujourd'hui de l'impact. C'est qu'aujourd'hui, nos usines elles tournent à 40%, 50% pour certaines maximum. Donc on est vraiment dans une baisse d'activité très forte. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on est impacté par la fermeture des stations. À plusieurs titres. La première titre, c'est les investissements futurs. On en parlait justement avec Cyril. C'est la capacité de nos domaines skiables à pouvoir réinvestir de nouvelles infrastructures. L'activité service, aujourd'hui, qui représentait dans notre chiffre d'affaires de 450-490 millions d'euros, ça représentait plus de 70 millions d'euros d'activité en 2019. On doit être à 15 sur cette année, millions d'euros. Donc vous vous rendez compte de la baisse d'activité pour l'activité service. Évidemment, une remontée mécanique qui ne tourne pas, y a des situations de maintenance qui ne vont pas être faites, des grandes visites, des choses comme ça. Et justement, l'État intervient pour peut-être faire des visites. Clairement, l'investissement, nous, on en parlait, on a été aidé par le chômage, et on appelle l'APLD, le chômage partiel. Heureusement, on est en plein chômage partiel aujourd'hui chez Poma, à toutes nos usines. On a eu des PGE, on a eu un premier, on va en lancer un deuxième. Et ce qu'on a besoin, c'est d'activité. Ce qu'on a besoin, c'est justement de relancer de l'activité dans nos usines de production. On a la chance d'avoir une assise internationale qui nous a permis de justement rebondir un petit peu au milieu de la crise. Mais c'est évident que le socle de la pyramide qui est notre monde de la neige et notre monde des remontées mécaniques françaises est complètement effrité et en danger. Et Poma aujourd'hui est dans une situation de fragilité que nous n'avions pas connue depuis les années 90, des années sans neige. Et il y a un vrai enjeu industriel parce que là, vous l'avez dit, vos usines, elles tournent à 50% à peu près, mais plus de 80% de votre production, elle se fait en France. Donc en ce moment, on parle beaucoup d'industrie française, on en a parlé pour les masques, etc. Cette industrie française, elle est en péril aujourd'hui? Alors, ce qui est sûr, c'est que vous touchez notre sensibilité. On est une entreprise française avec la direction, avec nos actionnaires. On a fait un choix de réinvestir dans l'outil industriel français il y a quelques années. On a réinvesti une nouvelle usine justement à Gély-sur-Isère, inaugurée par le Premier ministre à l'époque, M. Édouard Philippe, où justement on avait volontairement investi avec des outillages français, avec des ponts roulants faits à Valence. Et on a vraiment fait un choix d'industrialiser en France. Ce n'est pas évident d'être un industriel français. Aujourd'hui, quand on vend une télécabine en France ou à l'international, et on a été justement audité par Bercy, on est à plus de 80% de part française. Donc on est très fiers d'être cet industriel français. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, dans une situation de baisse de charge, on se rend compte de l'impact sur nos usines de production. Et on est, comme je vous le disais, à 40-50% d'industrialisation. Notre usine de cabine qui est à Vérin-Tulins, pas très loin d'ici, on fabriquait pas loin de plus de 2000 cabines il y a 2 ans. On doit être en dessous de 700-800 cette année. Donc on se rend compte de l'impact. Les exploitants français ont bien conscience de la difficulté dans laquelle nous sommes. Par contre, ils ont en effet eux-mêmes des difficultés qu'on a tous compris. Et c'est pour là où ce plan de relance est très important, parce que là, on est vraiment dans une dynamique de ruissellement, où eux-mêmes doivent avoir confiance pour porter des investissements lourds et massifs. Parce que vous n'allez pas en bénéficier directement, vous ne pensez pas? On est en discussion, nous aussi, avec les services de l'État, à travers la filière. Le cluster montagne et l'AFMON discutent avec l'État. On espère pouvoir avoir des aides. Il est clair aujourd'hui qu'il y a un plan de 4 milliards. À un moment donné, il va falloir que l'industrie reparte. Maintenant, les aides, ce n'est pas ce qu'on attend. Nous, on attend de l'activité. On attend qu'en ruissellement, nos donneurs d'ordre et nos clients puissent avoir confiance dans le modèle et puissent avoir confiance dans l'avenir pour pouvoir passer des commandes et qu'on puisse équiper nos usines.
Il est évident qu'on serait ravis d'avoir un complément, parce que la PLD et le chômage partiel, excusez-moi, le chômage partiel nous aide à passer aujourd'hui ces mois difficiles et ces années difficiles, parce qu'encore une fois, la crise, elle va devant nous maintenant. Comme on n'a pas pu voyager pendant les 18 derniers mois, contrairement au passé, on a dû, à un moment donné, créer peu de liens avec des donneurs d'ordre étrangers. Il est évident qu'on a une activité à export très importante et que, heureusement qu'on est présent dans certains pays, mais néanmoins, on se rend compte que des pays ont du mal aussi à s'investir pour des infrastructures de transport avec la situation économique mondiale. Donc, il est absolument déterminant de passer cette période de 2021 qui est au plus bas pour nous. On est vraiment encore plus bas que l'année dernière. Pour vous donner des chiffres, hein, on était à 490 millions à peu près en 2019. On fait moins 30, moins 35% en 2020 et on doit faire moins 20% en 2021. Donc on est vraiment dans un niveau d'activité qui est quasiment le plus bas depuis 10 ans. Et on va devoir aussi recréer de l'activité, donc repartir à l'international, repousser des projets dans cette année 2021, dans une année qui est au plus bas au niveau de notre production. Alors vous aussi, de l'activité, vous en attendez. Mathieu Évrard, vous dirigez des hôtels, notamment à Chamonix, la Folie Douce, 2 hôtels également à Serre-Chevalier. Certains hôteliers, c'est votre cas pour 2 établissements sur 3 en montagne, ont fait le choix de rester fermés, faute de clients, tout simplement. Vous, quel a été votre choix? Comment vous avez fait vos arbitrages et est-ce que ça a payé, si je puis dire? Alors d'abord, avant de parler de notre activité et un peu de l'impact des fermetures et de nos choix, qui sont en fait des choix subis, il faut quand même dire, ce n'est pas des choix actifs, je voudrais quand même remettre quelques grands paramètres fondamentaux par rapport à l'état d'esprit et l'état psychologique dans lequel l'ensemble du monde se trouve aujourd'hui. Un Européen a une espérance de vie d'environ 700 000 heures. Il va passer environ 100 000 heures dans sa formation et son travail et 200 000 heures à dormir. Ce qui fait qu'il lui reste 400 000 heures pour le loisir, la détente et les relations sociales. Aujourd'hui, ça correspond à peu près à 80% de l'activité d'éveil de l'ensemble de la population, à laquelle on leur demande de s'abstenir depuis 12 mois. Donc en fait, la population est dans cet état d'esprit psychologique qui fait que dans la gestion de la crise, c'est fondamental. Dans la gestion du rebond, ça va être fondamental aussi de se rendre compte comment on va ressortir la population de cet état-là. L'impact sur notre activité directe, c'est-à-dire nous qui sommes justement des professionnels du loisir, de la détente et des relations sociales, les équipes sont dans une situation absolument contradictoire. On leur dit, le moteur seul aujourd'hui actif, c'est le travail ou la formation, l'éducation, l'école, okay. Et en même temps, nous, notre travail, c'est justement le loisir, la détente, les relations sociales. Donc on est dans on nous demande d'accélérer avec un frein à main, en fait, d'accord, ou de courir à 100 mètres dans du sable mouvant. D'autant que le 100 mètres, on en est déjà à 1000. Donc on continue à courir dans le sable mouvant. C'est très important pour voir comment nos choix, derrière, ont été subis. Ça dure, ça fatigue. L'impact économique est très important sur notre activité. Et on a dû subir 4 phases différentes. La première, le choc, en mars 2020, où on nous a demandé de fermer. Il a fallu gérer la situation. Ensuite, le temps de la trésorerie, les PGE, les reports de charges, des choses comme ça. Aujourd'hui, on s'est transformé d'hôtelier en ingénierie financière. Ça fait 12 mois qu'on fait de l'ingénierie financière. Excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a un soutien énorme du gouvernement, des banquiers, de tout le monde. Mais on est dans un imbroglio très important. Des charges qui sont repoussées, puis annulées, puis remises. Bon, tout est là très bien, mais on passe notre temps à faire de l'ingénierie comptable et financière. Aujourd'hui, les 2 seules mesures qui sont à peu près simples et activables, c'est le fonds de solidarité, qui est très récent. Il a commencé en octobre ou en novembre pour certains de nos hôtels, et le chômage partiel. Toutes les autres mesures, c'est on repousse, on amortit, on redécale.
voilà, on bricole. Donc il va falloir à un moment donné traiter l'ensemble de ces sujets-là qui ne sont pas si simples. Maintenant, justement, donc sur le plus dur pour la suite, ça ne va pas être le volet économique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de plans de soutien, la filière est soutenue, la montagne va être soutenue, l'hôtellerie est soutenue. Ça va être de relancer l'ensemble et notamment de sortir de l'état psychologique dans lequel les équipes, les futurs clients sont aujourd'hui. Ça, du coup, on en reparlera dans voilà, comment rebondir face à cette crise-là. Sur, du coup, l'hôtel qui est resté ouvert, c'est à Serre-Chevalier. Oui. Est-ce que vous avez pu accueillir des clients? Est-ce que vous avez bien fait de le laisser ouvert, cet hôtel? Nous, on a une démarche spontanée assez positive et offensive. La fermeture des autres établissements a vraiment été subie. On a voulu les ouvrir, tous. Mais quand on vous dit pas de bar, pas de restaurant, pas de discothèque, pas de relations sociales et à la fin pas de remontée mécanique, il y a quand même beaucoup de raisons pour se dire et aux clients, restez chez vous. Et on vous dit, vous pouvez ouvrir. D'accord. Bon, on a fait le choix on voulait ouvrir tous nos hôtels. On n'a pas pu. Et ce n'est pas un choix. Encore une fois, c'est un choix subi. On a essayé d'ouvrir nos 2 hôtels de Serre-Chevalier. Il n'y avait pas assez de demandes pour ces 2 hôtels-là. Donc, on en a ouvert 15 sur les 2. Et l'hôtel a fait à peu près 45% de taux d'occupation sur l'année. Sur la saison, pardon. Donc, on a eu raison de le faire. Économiquement, ce n'est pas viable. Mais on a fait ces démarches-là pour le territoire. Pour les jolis reportages des gens qui sont dans la neige à faire de la luge, etc. Au moins, ils étaient là et on a pu les servir. Alors, la restauration dans les chambres, le petit déjeuner dans les chambres, les raquettes, etc., etc. Donc, on l'a vraiment fait pour les territoires et pour montrer que nous, on est impatients et que si on avait pu, on aurait vraiment pu tout ouvrir. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais il y a une très grande satisfaction quand même des gens qui ont pu venir, hein, je crois, dans notre région, malgré tout. Tout à fait, oui. Sur des activités, effectivement, certains ont découvert de nouvelles activités. Des Français qui n'allaient pas au sport d'hiver ont pu effectivement aussi pratiquer un certain nombre de joies de la glisse. Et je dirais que c'est dans les perspectives, c'est tout l'enjeu, hein, et on en reparlera juste après. Et effectivement, ça a été un sacerdoce pour les acteurs, pour les professionnels et pour les territoires, de créer les meilleures conditions d'accueil, tout en sachant pertinemment que économiquement, ce n'était pas viable. Donc c'est un sacerdoce, c'est une mission. Voilà. Et ça, je pense que c'est les rôles des acteurs du tourisme, effectivement, je dirais, de sublimer l'économie en tant que telle pour être sur de l'accueil et pour pouvoir investir, effectivement, pour les années à venir. Eh bien, les années à venir, on va en parler dans notre deuxième partie. Avant, on a déjà une ou deux petites questions. On va voir aussi si du côté de Chamonix, on peut retrouver Victoria, puisqu'elle est sur place pour le déplacement ministériel. Alors, on a une question. Bonjour, pouvez-vous préciser les conditions d'accès au fonds de solidarité, notamment pour les fournisseurs de la montagne et surtout la notion de groupe pour accéder au plafond de 200 000 € et non 10 000 ? Alors, vous avez 2 heures. C'est ça. Merci. Bon, alors c'est une question, le fonds de solidarité. Il faut admettre que les aides ont été mises en place en catastrophe et qu'elles sont très complexes et très techniques. Alors, les professionnels ont tous un expert comptable, un conseil. On n'est pas les seuls sur le territoire, et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de TPE qui ont besoin d'aide. Sachez quand même que vos conseils sont en général plutôt bien équipés sur ces questions. La réalité, c'est qu'on parle de 20% du chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 €. C'est un premier critère qui est cumulatif avec 10 000 € par mois. Ce que l'État a essayé de faire, c'est de dire ce qu'il faut qu'on arrive à gérer, c'est il y a des entreprises qui ont un taux de frais variables plus important que d'autres, c'est-à-dire la part qui ne réduit pas, la part des frais fixes, celle qui ne réduit pas parce que l'activité s'arrête, peut être plus ou moins importante, et l'État a voulu donner les moyens à ces entreprises de ne pas péricliter. Donc on a pris ces deux seuils parce que vous avez des entreprises qui vont être avec des besoins de survie, et je dis bien de survie parce qu'il faut payer leur loyer, parce que le bailleur lui-même
C'est souvent un revenu qui est parfois même le seul revenu qu'il peut avoir. En montagne, on sait qu'il y a pas mal d'exploitants qui se retrouvent avec un bailleur. S'il a plus ce revenu-là, il a juste le minimum de retraite, parce que souvent, c'est des gens qui ont peu cotisé. C'était des travailleurs indépendants, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. 62% de la population dans l'économie de montagne, c'est des travailleurs indépendants. Donc, c'est des gens qui ont souvent des toutes petites retraites, donc qui comptent sur ces loyers. Donc effectivement, l'État a essayé de faire en sorte de pouvoir aider en disant on va prendre en charge les entreprises jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires si elles sont petites, mais avec cette limite de 200 000 euros par mois. Donc on a ce double seuil. C'est une analyse à faire au cas par cas, mais sachez quand même que ça marche. Alors oui, c'est long à débloquer. J'entends que ça prend un petit peu de temps, qu'il y a un travail, mais ça marche. Et puis d'autre part, il y a des prises en charge des frais fixes dans les stations de montagne, c'est-à-dire que l'État a aussi, via l'intercommunalité, difficile à prononcer, avec un plafond de 3 millions d'euros par entreprise, il a été proposé d'aider les entreprises dans la prise en charge de leurs frais fixes, justement pour permettre de sortir de crise avec la capacité d'investir. Les petits exploitants de remontée mécanique, aujourd'hui, vont se retrouver dans une difficulté, c'est que s'ils payent leurs frais fixes pendant cette année, ils vont grever leur budget d'investissement. Et les petits exploitants, ce sont aussi des sociétés d'économie mixte, ce ne sont pas que des partenaires privés. Donc on est dans le public-privé. Et je pense que dans votre clientèle chez Poma, vous avez beaucoup de structures qui sont publiques-privées. Ces entités-là, on sait que les budgets de l'État ne sont pas extensibles, et ces entités-là, il a fallu les aider. Et on va parler aujourd'hui de pouvoir aller jusqu'à 10 millions d'euros, qui est la limite de Bruxelles, pour laisser de la capacité d'investissement en sortie de crise en payant les frais fixes. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais on a essayé. Mais c'était en moins de 2 heures, bravo. Mais c'était en moins de 2 heures. Les aides, vous avez déjà eu des versements très concrètement sur votre compte en banque? Oui. Effectivement, le processus n'est pas si compliqué que ça. Il faut remplir un formulaire. Il est complexe parce qu'on ne peut pas interagir. On remplit un formulaire et on clique, on envoie, on attend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas relancer, savoir où ça en est, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il faut un document complémentaire ou quoi. Donc ça, on ne sait pas. En revanche, le process de traitement, du coup, comme les demandes sont massives, est un peu long. Et pour être très concret, nous, sur les 4 hôtels, on a reçu les aides du mois de décembre sur les 3 hôtels en janvier et sur le 4e hôtel mardi, donc en mars. Donc il peut y avoir 3 mois de délai sur les aides reçues. Je parle du fonds de solidarité. Sur le chômage partiel, maintenant, c'est à peu près rodé. En 15 jours, sur le mois suivant, on reçoit l'indemnité de chômage partiel. D'où l'importance de la trésorerie que vous évoquiez tout à l'heure. Vous vouliez ajouter quelque chose sur les petits exploitants, les sociétés d'économie mixte? Non, ce que vous avez dit, Guillaume Raquin, est tout à fait vrai. Il y avait un cas très compliqué des sociétés d'économie mixte. Les groupes sont très structurés, il y a de toutes petites stations, et on voit dans les Pyrénées des impacts assez incroyables sur des petites stations. C'est évident qu'il y a des stations aujourd'hui qui sont en manque de cash. C'est compliqué aussi de s'endetter, de prendre en effet, cash is king. Il faut du cash, il faut de la trésorerie pour les petits exploitants pour pouvoir passer le cut des prochains mois. Parce que, première remarque que je voulais dire, après c'est un grand débat, je trouve quand même que d'une façon globale, l'État français a répondu. On trouve des aides, on essaye, on subit tous la même situation, elle est mondiale, et on est dans un État qui a répondu présent. Le chômage partiel répond en partie pour des aides. Il y a ce fonds de solidarité, le 4 milliards qui arrive maintenant. Est-ce qu'il arrive tôt ou tard pour certains exploitants? C'est compliqué. Pour certains petits exploitants qui n'ont pas de trésorerie, qui n'ont pas pu avoir des PGE, qui sont des sociétés d'économie mixte d'État, à ce moment, on est dans une situation compliquée de trésorerie. Mais néanmoins, je trouve que l'appareil a essayé, ou les régions ont essayé de répondre pour essayer d'aider au maximum. Donc, voilà, on a 1h30 à discuter ensemble. Essayons de passer aussi un message positif pour montrer qu'il faut avoir de confiance dans l'avenir et justement ce qui va créer, je dirais, une volonté d'investissement, une volonté d'économie. Et vous parliez d'ailleurs de l'Allemagne, on n'a pas cité l'Italie, mais eux, ils ont dû faire face à 4 annonces d'ouverture et 4 annulations d'ouverture, dont la dernière 12 heures avant, Ouais. avec un système d'aide beaucoup moins performant. Donc c'est à souligner. On va passer aux perspectives, puisqu'il faut parler d'avenir. Je vous propose pour commencer d'écouter Mathieu de Chavannes, le PDG de la Compagnie du Mont Blanc, au premier rang pour observer et vivre les conséquences du dérèglement climatique, en étant au bout de la vallée de Chamonix. Son entreprise de 950 collaborateurs tourne au ralenti depuis le 29 octobre dernier. 200 travaillent en ce moment et les aides se font toujours attendre. On l'écoute.
On a eu pas mal de difficultés dans le passé, nous, qui relèvent un peu du cas de force majeure. On a eu des problèmes de câbles, on a eu des problèmes de permafrost, d'incendie, j'en passe et des meilleurs. Mais tout ça, ça nous a permis de prendre conscience qu'il fallait anticiper l'avenir et se préparer à faire une saison blanche. On a mis en place une gestion prudente au niveau financier de la société qui aujourd'hui porte leurs fruits. Parce qu'on est certes affaibli parce qu'on ne rentre pas de chiffre d'affaires actuellement et que ce n'est pas la pratique courante, mais on n'est pas en situation financière délicate. On a fait en sorte qu'on a toujours de la trésorerie de disponible pour, encore une fois, parer à un été de fermeture totale ou un hiver sans neige. On respecte des ratios d'endettement qui sont assez stricts. Dette nette sur fonds propres, on essaye de ne pas dépasser un niveau de 1, voilà, ce qu'on appelle le gearing. On est très prudent quand on fait des covenants bancaires. Ça, on n'aime pas trop, donc on n'en a pas beaucoup et les conditions qui sont mises, on est assez vigilant dessus. On renégocie régulièrement nos dettes en fonction de la baisse des taux d'intérêt. On a des couvertures de taux qu'on a mis en place. Voilà, tout ça, c'est toute une politique qui est mise en place depuis 10 ans. Et heureusement, aujourd'hui, voilà, ça porte ses fruits. Oui, on est affaibli. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Quand on ne rentre pas 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas l'idéal. Mais pour autant, on n'est pas en difficulté financière et on sera toujours là l'année prochaine. Première, c'est la digitalisation. Donc, on se rend compte que les gens sont quand même à la recherche. Il faut essayer de réduire cette interaction entre l'homme et le client au moment de l'achat du billet. Parce que ça les rassure, les clients, d'avoir le moins de contacts possible. Donc, tout ce qui est digital va dans ce bon sens-là, dans ce sens-là. Pour autant, il faut qu'on travaille et qu'on accélère sur cette partie-là, d'achat du billet qui soit le plus simplifié possible. Autant, moi, je reste convaincu qu'une fois qu'ils sont sur site, le digital, il faut le minimiser parce que les gens viennent sur site pour avoir de l'interaction humaine. Ils viennent sur nos sites pour aller au contact de nos opérateurs, pour qu'ils leur expliquent l'environnement dans lequel ils se trouvent, pour qu'ils puissent répondre sur c'est quoi cette montagne-là, comment on vit là, qu'est-ce qui se passe sur ce glacier. Ça, ce n'est pas une machine qui va le faire. Elle va leur ajouter de l'humain et elle est fondamentale. Et je pense que la crise ne va faire que l'accélérer, ça. Et on l'a vu cet été. La deuxième chose, c'est ce que la crise va accélérer, c'est pour nous qui avons une grosse clientèle internationale, ces groupes-là, on va mettre du temps à les retrouver. Je pense qu'à long terme, on les retrouvera. Alors, ils viendront probablement différemment. Hein. Ils viendront plus longtemps, à mon avis, moins souvent. Mais ils viendront une semaine au lieu de venir 2-3 jours et puis de passer à autre chose. Ça risque de se bouleverser dans ce sens-là. Pour autant, pour compenser cette partie-là, et ça a plein de bonnes raisons écologiques aussi, on a beaucoup travaillé la clientèle locale, territoriale, donc travailler avec les entreprises, avec les collectivités pour promouvoir nos produits et monter des produits qui sont le plus propres possible. Donc, pas seulement l'achat du billet à la compagnie Montmort, mais la venue sur place aussi. Et la troisième, c'est ce dont vous parliez, le tourisme 4 saisons. Je ne suis pas sûr, honnêtement, que le Covid, pour nous, je ne suis pas sûr que le Covid ait accentué cette partie-là parce qu'on était déjà dans cette stratégie-là. Hein, c'est la transformation du site du Mont-en-Vert en un site de visite, d'explication, un lieu une césure entre l'homme et la haute montagne. C'est le projet des Grands Montets qui va… on avait déjà ça dans les tuyaux avant. Nous, à la fin du compte, on offre un produit qui est simple, qui s'appelle la nature. Pour moi, le Covid, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va ne faire qu'accélérer ce besoin de se retrouver dans ce milieu-là pour des gens qui sont un peu en perte de repères et puis justement vivent dans un monde qui est un peu fou, quoi, hein, et qui est de plus en plus digitalisé. Et encore une fois, le digital, c'est une bonne chose pour une partie, pour simplifier, mais après, rien ne remplace l'expérience humaine. Et ça, c'est la richesse qu'on a tous dans les montagnes, cette expérience humaine.
ce savoir-faire, ce territoire, tout ce qui se passe, la culture, le sport, l'histoire, ça fascine les gens, ça. À nous de le mettre en valeur. En fait, on passe d'un métier de transporteur à un métier je deviens un acteur de ce territoire. Et ça, c'est intéressant. Voilà pour l'éclairage de Mathieu de Chavannes, président de la Compagnie du Mont Blanc. Alors, c'est votre voisin, Mathieu Évrard. Digitalisation et proximité, ce sont deux leviers qui vous paraissent importants, vous qui parliez d'avenir tout à l'heure. Oui, c'est certain, et comme le soulignait Mathieu, Chamonix est assez en avance là-dessus, et c'est un comptoir de l'effet climatique sur les glaciers, et il souhaite le mettre en avant, donc c'est vraiment, il le subit, mais à la fois l'utilise comme une force. Et la relation humaine, clairement, il le met en avant, ça fait partie de l'expérience territoriale et ça fait partie aussi de ce que nous, on veut offrir. Donc on est absolument aligné là-dessus. Chamonix a assez tôt travaillé les 4 saisons aussi, pour cette raison-là. Il y a autant de monde l'été que l'hiver quasiment sur Chamonix. Pardon ? Il y a même plus de monde, je crois, l'été que l'hiver à Chamonix. C'est une autre population, mais c'est vrai que la fréquentation est été et hiver. Nous, sur notre hôtel, sur sa 2e année en tout cas, on était prêts pour l'ouvrir toute l'année. On a un faible creux au mois de mai qu'on peut traverser parce que ça ne vaut pas le coup de fermer et de réouvrir pendant 15 jours. On a un très gros creux au mois de novembre, mais c'est pareil, on peut se permettre de le traverser, de garder ouvert avec un staff minimum et qui permet de prendre des congés, des rattrapages, des choses comme ça, mais de rester ouvert. Donc nous, on est capable effectivement de traverser les saisons sur une station comme Chamonix, qui a réussi aussi à créer une activité 4 saisons. Ils ont travaillé les festivals, l'événementiel, le B2B avec les séminaires d'entreprise, et nous, on est un des acteurs les plus importants sur l'organisation de séminaires sur la station. Donc là-dessus, moi, je partage tout à fait ce que dit Mathieu, et sur les investissements qu'ils font sur la montagne, pour nous, c'est parfait. Fabien Félion, on a entendu Mathieu de Chavannes, les domaines skiables ne doivent plus être des transporteurs, mais des acteurs du territoire. Ça veut dire que votre métier, il doit évoluer aussi ? Et il a très bien dit les choses. Chamonix est un site d'exception, et en fait, on transporte, on fait voyager, et on crée ce lien entre la vallée et un site d'exception. Et c'est là où Chamonix est un démonstrateur de la montagne. On voit le Mont Blanc de Chamonix, c'est juste un des sites d'exception du monde. Il a avec le projet des Grands Montets qui est en train d'évoluer, avec le projet du Mont-en-Vert, avec le centre de glaciologie, évidemment, il y aura des remontées mécaniques. Évidemment, on prend le train ou on prend une remontée mécanique sur les Grands Montets pour aller se transporter. Et il faut que le voyage commence dès la vallée. Donc, il a compris, et ils ont très bien compris à la Compagnie du Mont Blanc, et ils ont raison de faire un service d'attractivité de son territoire et pas uniquement un transport de personnes. Donc c'est un système complet, un voyage complet, une éducation complète, et c'est là où aussi on doit les accompagner. Et je dirais avec nous en tant que constructeurs français et en tant que constructeurs du monde, parce qu'on fait des liens de câbles entre la population, que ce soit dans la montagne ou dans l'urbain ou dans du tourisme, on est déjà dans ce mode de transport qui fait partie du voyage, qui fait partie de l'attractivité. Et en tout cas, on sera à ses côtés, auprès de la Compagnie du Mont Blanc, pour relever les défis de demain. C'est justement d'apporter une autre dimension au tourisme et à l'attractivité de son territoire. Alors, vos projets, on va en reparler dans un instant, mais avant, je vous propose juste d'aller faire un petit détour à Chamonix, justement, puisque plusieurs ministres sont sur place, et notre équipe aussi. Victoria Lopez, qui est accompagnée par Joanne Poniangro, est sur place. Alors, peut-être que tu vas chuchoter, Victoria, un petit peu. Dis-nous tout. Oui, bonjour Fanette, bonjour à tous. On est à l'ENSA, à Chamonix, puisque tu l'as dit, plusieurs ministres sont aujourd'hui.
ici pour un grand séminaire des acteurs alpins concernant le plan d'investissement montagne annoncé par le gouvernement début février. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, est donc ici accompagné de Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Il a été question beaucoup de digitalisation juste avant. Eh bien, Cédric O les rejoindra également, secrétaire d'État chargé du numérique. Il est question évidemment ce matin des aides qui seront accordées à la montagne, notamment au domaine skiable. Tous les acteurs de la montagne sont ici réunis. Il y a une quarantaine de personnes à l'intérieur de la salle qui se trouve juste à côté de nous. Et puis, il y a aussi des intervenants de toute la France qui sont en visio. On a également entendu en visio Nicolas Rubin, coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Dans la salle, il y a les 2 présidents des départements de Savoie et de Haute-Savoie. Hervé Guémard a pris la parole dès le début du séminaire pour évoquer notamment les trous dans la raquette. Il parle évidemment des oubliés. Il demande à ce que tous les acteurs de la montagne soient bien pris en compte dans ce plan d'investissement. Il a dit qu'il fallait expliquer, simplifier, puisqu'on parle souvent de milliards, mais on ne sait pas concrètement comment ils vont être attribués. Christian Monteil a également demandé à ce que la diversité des stations des territoires soit prise en compte. Nous avons également dans la salle Alexandre Molin pour Domaine skiable de France, Éric Brèche, le président des ESF, École du ski français, les maires de Chamonix, de Saint-Gervais, donc Jean-Marc Payex, Éric Fournier, sont également présents. Actuellement, Fabrice Pankouk prend la parole. Il a également demandé à ce que tous les acteurs soient pris en compte. Il parlait des commerçants aussi bien que des domaines skiables. Les ministres ont pris la parole. Au Laker s'est exprimé Jean-Baptiste Lemoyne. Il dit qu'il a pris des notes, qu'il va continuer à noter. C'est une matinée placée sous le signe de la concertation, de l'écoute. Joël Giraud, en charge de la ruralité, a réexpliqué qu'ils étaient aujourd'hui missionnés par le Premier ministre pour faire remonter toutes les remarques, toutes les demandes, toutes les questions de ces acteurs de la montagne. On a également vu en visio une responsable dans les Hautes-Alpes. Donc, c'est vraiment une réunion qui concerne toutes les montagnes de France. Joël Giraud a également ouvert le débat sur la montagne de demain en citant l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Il faut une montagne active, vivante et protégée. Il faut repenser la montagne de demain. C'est l'objectif aussi de ce débat aujourd'hui. Il a expliqué, alors dans un côté plus technique, juridique, que des réponses sont attendues et ont déjà été reçues de la part de la Commission européenne. Des discussions sont également en cours avec la Direction générale des finances publiques, puisque toute une procédure technique juridique est en cours, et c'est ce qui prend du temps. Mais le décret est prêt à être signé, les fonds sont là, c'est une question de jours, c'est ce qu'a assuré Joël Giraud. Je vous propose de rentrer justement dans cette salle, écouter un petit peu ce qui se passe et avoir un aperçu des personnes en présence. Avec un regard de président d'exécutifs locaux, les grands enjeux, une fois que notre économie sera rétablie, c'est les transports. Parce que quand on parle de transport, on parle de bas carbone, on parle de moindre carbone, puisque c'est le sujet principal. Et je voudrais dire ici, en associant le ministre Djebari, les attentes qui sont les nôtres sur nos territoires, en direction du train de nuit, et de l'effort aussi qui peut être attendu de l'État sur le sujet de l'Eurostar, parce que c'est directement lié au-delà des questions de transport à la question de l'économie de nos territoires. La place du câble, évoquer le transport, c'est évoquer la place des liaisons câblées, des hauts et bas de vallée que l'on peut relier de manière assez intelligente en utilisant finalement des techniques qui sont très anciennes. C'est les énergies, mais plus que les énergies ou plus qu'une énergie. C'est vraiment un hasard, mais en plus il passe de transport. Vous l'avez envoyé un petit texto à Fabien Pankouk, c'est le conseiller régional, maire de Moutier. Très au courant de nos problématiques de mobilité douce. Et en tout cas, il a bien raison de solliciter les ministres sur ce sujet-là, parce que ça sera justement, à mon avis, une transition choisie avec le futur et comment justement faire ces liens par câble. Donc justement, transport par câble. J'avais noté le chiffre de 4% de votre chiffre d'affaires qui était dédié à l'innovation. Vu la situation, est-ce que vous allez pouvoir continuer à innover? Vers quoi vous allez tendre? On parlait de grands projets tout à l'heure.
Alors dans l'innovation, il y a plusieurs choses. Il y a l'innovation R&D pur produit qu'on continue à innover depuis des années et des années. Il y a l'innovation aussi en termes de services. On est dans le transport par câble aussi a été amené dans certains endroits du monde à accompagner des clients dans l'exploitation, ce qu'on ne fait pas dans les domaines skiables. Vu nos clients sont les exploitants. Et il y a l'innovation aussi en termes de montage de projets. Par exemple, on est en train de travailler avec des acteurs du territoire sur des projets d'ascenseurs valléens dans un modèle concessif. Donc c'est une autre innovation, c'est une innovation financière, c'est une innovation de montage de projet où justement on peut apporter une autre dynamique que de la R&D pure, et c'est justement la capacité de pouvoir proposer une solution globale avec une capacité même d'avoir quelques fonds, un peu d'equity dans le projet pour pouvoir faire sortir le projet. Ce sera le cas d'ailleurs de Funiflen. C'est exactement le cas de Funiflen, où nous sommes avec, je dirais, 4 acteurs du territoire, à savoir la société de la Compagnie des Alpes, qui est le plus grand exploitant de domaine skiable du monde, les Autoroutes du Mont-Blanc, ATMB, Crédit Agricole de Savoie et POMA, où on travaille justement tous les 4 avec un donneur d'ordre public qui est le syndicat mixte pour essayer de finaliser ce projet, je dirais, entre la vallée de Maglan et le domaine skiable Grand Massif. Je rebondis sur ce que disait Victoria par rapport à la Commission européenne, puisqu'on a eu des questions. Une question à ce sujet-là, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on y revient régulièrement. C'est une question de la directrice générale de la Belle Montagne qui exploite plusieurs domaines skiables. Ne sachant pas... alors attendez, ça... en fait, je souhaite apporter une correction. À ce jour, le dispositif de compensation pour les remontées mécaniques n'est toujours pas mis en place puisque pas encore validé par l'Union européenne. Voilà, cette question de Blandine Tridon. De ce que j'ai compris, c'est vraiment une question de jour ? Alors, question de jour, les relations entre l'Union européenne et la France sur ces sujets de subvention sont toujours des relations extrêmement complexes. On l'a vu aussi avec le PGE, où il y a eu pas mal d'interrogations. Il est vrai que le plan de relance est massif, mais il est aussi subventionné par l'Europe, et l'Europe est très attentive à ce qu'il n'y ait pas un interventionnisme étatique trop important. Donc il y a des règles qui sont très difficiles à mettre en place, et aujourd'hui, en effet, l'Union européenne n'a pas complètement validé ces aides aux sociétés d'économie mixte. Bon, est-ce que c'est une question de jours, de semaines, de mois ? Je crois qu'en tout état de cause, l'Union européenne va devoir se rendre à l'évidence. Fabien disait, on parle d'une crise mondiale. C'est vrai, tous les pays ont été touchés, l'Europe particulièrement. On a évoqué l'Allemagne, on a évoqué l'Italie. Ces sujets-là, c'est des sujets à prendre en main de façon européenne, c'est vrai, mais je ne vois pas comment l'Europe pourrait décider de laisser tomber des pans entiers de l'économie, aussi bien de la France que de l'Italie, que de l'Autriche ou que de l'Allemagne. Donc, je reste très positif. On est beaucoup dans le French bashing, c'est un exercice obligé, il faut dire qu'on ne fait pas bien. Je rejoins ce qui a été dit. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas assez rapide, mais c'est déjà énorme. Et aujourd'hui, on veut aller vite, c'est sûrement l'effet digital, mais le plan montagne, ce n'est pas un an ce dont on parle. C'est les 10 années qui viennent, les 30 années à venir. C'est réinventer une économie qui s'est construite dans les années 60, qui a évolué dans les années 80, et à qui il faut donner une nouvelle dynamique. Alors oui, tout n'est pas parfait. Les aides européennes, c'est vrai, ne sont pas encore validées, mais je reste extrêmement positif, et les échanges qu'on peut avoir sur d'autres sujets, je pense les partenaires bancaires également, montrent que les choses évoluent et que l'Europe libère un petit peu les chevaux. Vous le disiez, ça va prendre du temps, ce plan de relance. Cyril Goudenoir, on entend beaucoup parler de résilience ces derniers temps, de réinvention. Est-ce que vous sentez déjà, observez déjà quelques rebonds, quelques raisons d'être optimiste ? Alors d'abord, il faut toujours être optimiste, ça c'est une évidence. Je pense qu'il faut que collectivement on le soit, parce que sinon on n'avancera pas. Je voudrais juste citer 2-3 chiffres, parce que on a fait, nous, au Crédit Agricole des Savoies, une étude auprès de nos clients qui sont soit en montagne, soit qui travaillent directement avec l'économie de la montagne. Aujourd'hui, on a interrogé 2300 clients professionnels et entreprises.
Et ils sont particulièrement affectés, évidemment, puisqu'il y a une entreprise sur deux qui a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est véritablement important. Il y a à peu près 20% seulement des entreprises qui n'ont pas eu d'impact. D'accord ? Donc alors, il y a des situations extrêmement hétérogènes, très diversifiées. Mais effectivement, on peut parler de résilience également, parce que finalement, quand on regarde du côté des utilisateurs de PGE ou de post-crédit, finalement, il y a une situation qui est quand même assez satisfaisante ou encourageante. En tout cas, on peut garder espoir sur certains sujets, parce que la trésorerie n'est pas totalement affectée non plus. Je crois, alors il faut que je reprenne un peu des chiffres, mais par exemple, sur nos études, sur les 2300 clients, il y en a quand même 60% qui n'ont pas encore utilisé de PGE. D'accord ? Et il y en a que 21% ou 18% qui l'ont utilisé en totalité. Donc ça veut dire qu'on a une réserve de disponibilité, de cash, pour aller faire justement des investissements pour transformer l'économie, transformer la société. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, je dirais qu'effectivement, sur votre question, on peut autour aujourd'hui avoir au moins deux constats, je pense. Le premier, c'est que quand même l'économie de la montagne, l'économie des stations de ski ne fonctionne pas sans le ski. Clairement, on le voit bien, c'est quand même une réalité aujourd'hui et on ne fera pas de révolution. L'attractivité de notre territoire est un fait, ça c'est le deuxième constat, parce qu'on a vu beaucoup de monde dans nos stations, mais une clientèle un peu différente, une clientèle de proximité. Donc il va falloir que ce modèle il se transforme progressivement. La crise peut être un accélérateur de cette transformation, mais les acteurs avaient déjà bien entendu pris en considération et entendu ces sujets-là, à la fois des sujets environnementaux, climatiques, des sujets d'évolution sociétale également, puisque les modes de consommation de l'activité touristique ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui et ne le seront pas non plus demain comme hier. Donc on est en train de se transformer et on voit quand même qu'il y a aussi des sujets de vie en montagne. La crise a révélé ces sujets-là avec le télétravail. On voit qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs d'acteurs professionnels, de familles, qui souhaitent sortir un peu des zones urbaines, revenir en montagne. Et alors malheureusement, le prix de l'immobilier en montagne, au moins dans les stations de moyenne altitude, est en train de flamber aussi. Donc ça, c'est à la fois une bonne chose parce que c'est un territoire d'attractivité, mais il faut aussi être capable de préserver la vie dans nos stations, la vie des habitants, la vie des saisonniers, et évidemment accueillir les touristes de la plus belle manière. Et puis on a un autre facteur qui est quand même, à mon avis, qui révèle, et on en parlait avec Fabien et puis Mathieu de Chavannes sur la possibilité, c'est la mobilité. La mobilité douce, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'accessibilité aux stations. D'accord ? Donc le Funiflène, qui est un ascenseur valéen, est un véritable outil, je dirais, de transformation écologique sur ce sujet-là. On va éviter, Fabien, 85 000 voitures par an en créant ce Funiflène qui vont circuler là-dessus. Donc ça, c'est vraiment des sujets importants. Il y a un sujet, je pense qu'effectivement, les ministres en ont parlé, en tout cas je l'espère, c'est l'accessibilité des stations par le train, puisque quand on voit qu'on arrête l'Eurostar, alors c'est des discussions, on va peut-être revenir dessus, mais ça c'est un vrai signal extrêmement pénalisant pour les stations de dire on va arrêter l'Eurostar, même on peut comprendre qu'il y a un modèle économique difficile, etc. Mais revenons quand même à la mobilité douce et à tout ça. Et puis le deuxième sujet, c'est la mobilité intra-station, dans laquelle on voit bien que la clientèle de proximité qui a afflué dans les stations de moyenne altitude également cet hiver, on a vu des situations ubuesques où on avait des files de voitures, les parkings étaient insuffisants, des files de voitures incroyables à l'intérieur de ces stations de moyenne altitude. On ne savait plus comment gérer les parkings, le stationnement. Donc, attractivité du territoire, et on s'en réjouit. Par contre, il faut vraiment travailler ce sujet de la mobilité, de la circulation, des flux de population, des flux de voitures. Et là, on a quand même des vrais sujets. Alors, il y a des prises de conscience qui sont faites. Les acteurs, évidemment, n'ont pas attendu la crise pour ça. Mais je pense que c'est un véritable révélateur. Et de la même manière, on voit aussi sur notamment la partie construction, immobilier touristique, donc hôtels, résidences de tourisme, un accélérateur également des projets avec une vocation, je dirais, de préservation de l'environnement.
On a des acteurs qui cherchent aujourd'hui à acquérir le label B Corp, qui est un label de protection environnementale qui est extrêmement exigeant pour les entreprises, mais je crois que c'est une véritable demande également de la clientèle que de dire ok, je vais faire du ski, je pars en station, mais en même temps, je souhaite que mon impact sur l'environnement soit le moins pénalisant possible. Et donc, si je vais dans des stations qui me permettent d'y aller en train, qui me permettent de laisser ma voiture en bas de la vallée et de monter avec les ascenseurs valléens, qui me permettent de circuler avec des navettes électriques, par exemple, au sein de la station, et dans un hôtel qui respecte dans sa construction, dans son fonctionnement, la gestion de l'eau, de l'électricité, de l'isolation thermique, là, oui, je pense que c'est tout notre avenir qui est en jeu sur ces sujets-là. Et je pense que la crise a accéléré encore un petit peu ce sujet qui était évidemment pris en considération. Mais on a quand même, en tout cas, on perçoit dans les projets qui nous sont présentés aujourd'hui cette volonté véritablement d'aller sur cette transformation écologique. Je vous vois approuver. Je n'aurais pas dit mieux. Je vais quand même vous poser la question. Je n'aurais pas dit mieux. On entendait le terme de tourisme 4 saisons, de diversification, les stations-villages qui ont mieux tourné que les usines à ski, même si le terme n'est souvent pas très apprécié. C'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. L'avenir du tourisme en Rhône-Alpes. Pour qu'il y ait un avenir, il faut qu'il y ait un aujourd'hui quand même. C'est pour ça que toute la discussion, elle porte aussi comment on assure la survie des entreprises. Parce que souvent, on parle du monde de demain. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est aussi le monde d'aujourd'hui. Et donc, il faut que ces acteurs ils puissent, je dirais, survivre à cette crise pour pouvoir transformer le demain. Premier point. Deuxième chose, c'est que faire demain, ça nécessite aussi un modèle économique. Voilà. La transition, elle ne va pas se faire comme ça. Il faut de l'argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle les modèles en tant que tels d'aujourd'hui doivent être en capacité d'alimenter cette transition. Une voiture à l'arrêt, elle ne tourne pas. Voilà. Donc, il faut relancer. Et notre plan de transition, notamment au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, s'appelle transition pour 2 raisons. 1, le premier objectif, c'est d'assurer la survie des opérateurs touristiques. Et 2, effectivement, c'est faire ce pas de côté au travers de l'accélération, c'est le bon terme, l'accélération des tendances, dans une vision qu'on a appelée le tourisme bienveillant. Et le tourisme bienveillant, on pourrait parler de la montagne bienveillante. Je pense qu'elle regroupe tout ce qu'on est en train de se dire, avec quelques notions clés. La montagne toute saison, ça nous paraît être primordial. Ce qui nous paraît être extrêmement important, effectivement, c'est que cette montagne toute saison, elle crée de la valeur économique toute saison également. Voilà. Donc ça veut dire que le modèle de l'été est différent du modèle d'hiver. J'ai le sentiment d'ouvrir des portes ouvertes, mais effectivement, il faut faire une différence entre les stations villages et les stations d'altitude, et il faut faire en sorte, effectivement, qu'on crée autant de valeur l'été, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour autant, l'occupation dans les nuitées marchandes, aujourd'hui, est extrêmement équilibrée entre l'hiver et l'été, mais la valeur est très différente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la montagne durable, on en a parlé. Là aussi, ne pensons pas que les acteurs de la montagne découvrent la notion de durabilité. Voilà, les montagnards, c'est leur terrain de jeu, c'est leur raison d'être en tant que telle. Ils ne découvrent pas comme ça, ils n'ont pas besoin de leçons sur le sujet, ils ne découvrent pas cette notion et ils savent très bien qu'ils doivent la préserver et, je dirais, du coup, accompagner ou accentuer les différents mouvements dans cet ordre-là. Le troisième point, qui est peut-être quelque chose qui est nouveau sans l'être, c'est montagne et santé. On relance actuellement des études pour voir quel est l'impact du milieu de la montagne sur la santé humaine. Voilà. Avec des résultats extrêmement prometteurs, à la fois pour ceux qui y vivent et ceux qui viennent y séjourner. On pense que c'est un positionnement aussi qui a toute sa raison d'être dans le tourisme bienveillant en tant que tel, pour faire en sorte effectivement de travailler également sur une expérience touristique avec un bénéfice durable, qui n'est pas simplement le bénéfice du divertissement qui va nous accompagner. Et là, on touche, je dirais, à l'univers de la prévention santé, tel que l'alimentation l'a fait, ou d'autres, ou le sport le fait également très bien. On a parlé également de montagne digitale. Il y a un enjeu qui est énorme. Pas tant sur la montagne qui se fait connaître. Les stations de ski sont champions en France, en Europe et pourquoi pas dans le monde sur leur capacité, je dirais, à se faire valoir, à montrer des belles images. Ce n'est pas que ça. C'est aussi la capacité à digitaliser le contenu, c'est plutôt bien fait, mais aussi tout ce qui est information chaude, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte que le produit soit accessible par le plus grand nombre, soit numérisable quelque part.
Et je sais que le Crédit Agricole accompagne également les entreprises dans la digitalisation de leur offre commerciale. C'est un enjeu qui est majeur. La montagne et les jeunes également. Dans les perspectives, c'est essentiel. Parce que les jeunes abandonnent un peu le ski. Au-delà du ski en tant que tel, c'est un enjeu qui est aussi important que les enjeux du réchauffement climatique. C'est la clientèle d'aujourd'hui, de demain, et puis clientèle d'avenir. Clientèle d'aujourd'hui et de demain, effectivement, on a vu qu'il y avait la part des jeunes avait diminué en montagne, mais ça s'est fait de manière progressive en tant que telle. Et donc depuis 3 ans, on a lancé une grande opération qui s'appelle Génération Montagne, qui vise justement à recréer un nouvel imaginaire pour les jeunes. Et les jeunes, ce n'est pas la peine d'aller les chercher à l'autre bout de la France, c'est aussi nos jeunes des vallées, faire en sorte qu'ils puissent effectivement découvrir ou redécouvrir ce milieu en toute saison. Et arrêtons de mettre dos à dos les choses, arrêtons de mettre dos à dos les saisons, par exemple, l'été et l'hiver. Elles sont complémentaires. Elles sont complètement complémentaires. En complémentaires. termes d'équipement aussi, par exemple. Pardon ? En termes d'équipement aussi, par exemple, quand on parle d'investissement. En termes d'équipement, faire en sorte qu'il y ait une vraie complémentarité, en termes d'activité en tant que telle. Et en tout cas, on doit avoir des démarches marketing qui visent effectivement à avoir une vision plus holistique de la montagne avec ses différentes saisons et ses différentes activités et faire en sorte qu'elles puissent se compléter. Donc ça, c'est l'enjeu autour des montagnes et jeunes. Et puis enfin, on en a parlé effectivement sur l'impact de cette crise sur la proximité. Mathieu en a également parlé, hein, les nouvelles approches clientèle, sachant que c'était déjà le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. 27% en volume des touristes de notre région sont les habitants de la région. Donc on a une force qu'on va amplifier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une autre caractéristique, c'est qu'on a plus de 500 000 résidences secondaires. Peut-être que demain, on ne parlera plus de résidence secondaire, on parlera de résidence principale bis. Et ça peut changer de manière extrêmement importante la physionomie, presque la définition de ce qu'est le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une porosité entre, je ne sais même pas si on peut encore le dire, entre la vie professionnelle, la vie personnelle, les lieux, tout ça, il y a un doux mélange. Avec le télétravail. Voilà. Et donc, cette résidence principale bis, il y en a plus de 500 000 sur notre territoire. La majorité sont en univers de montagne. Donc là aussi, on a une très belle carte à jouer. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu pas mal de propriétaires qui sont venus, peut-être plus que d'habitude, pendant les vacances de février. Vraiment, un mot, parce que forcément, on a déjà pris un petit peu de retard, sur cette question de la résilience des professionnels de la montagne. Oui, alors très rapidement, juste un point, il faut qu'on ait des infrastructures et des réseaux et de la fibre. Et ça, c'est un des gros retards. Si on veut avoir des résidences bis, des principales bis, c'est aussi un des gros enjeux du territoire, c'est de savoir apporter l'outil pour pouvoir travailler. C'était une observation sur le sujet. La résilience, c'est simplement qu'aujourd'hui, la crise, c'est un révélateur de l'humain et de la capacité à réagir. En montagne, aujourd'hui, l'envie d'accueillir, elle est intacte. Et on voit que les professionnels de la montagne ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir rouvrir leurs portes, permettre aux touristes de revenir, de redécouvrir les lieux et de les découvrir dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on a cette résilience et l'envie de se réinventer, elle existe. Eh bien, on va passer au levier. Comment on fait très concrètement pour se réinventer ? Cyril Goutenoir, comment on fait pour financer cette transition ? Quels outils financiers, tout simplement, existent ? D'abord, on a aujourd'hui une plaie béante de l'impact économique et financier sur nos entreprises. Et cette plaie, elle va se refermer parce qu'on va repartir à l'économie. Et on aura une cicatrice qui va être assez forte, assez voyante aujourd'hui sur les bilans et la capacité des entreprises à réinvestir. Donc il est absolument nécessaire et utile de travailler justement sur des outils qui permettent d'accompagner les entreprises sur des financements de leurs investissements et leur donner ce qu'on appelle un peu des sucres lents comme pour un sportif parce qu'ils vont faire un grand marathon là, et donc, ou un trail puisqu'on est en montagne. Et donc il va falloir qu'on apporte, nous banquiers ou d'autres par d'autres dispositifs, les moyens de réinvestir sur des projets structurants. Aujourd'hui, on a un impact, et Guillaume Requin pourrait le constater sans difficulté, sur les fonds propres, parce qu'on a perdu, les entreprises ont fait des pertes, clairement, elles vont afficher des pertes importantes. Donc les fonds propres ont diminué.
On a mis des PGE, et je le disais tout à l'heure, c'est de la dette stérile, donc on a augmenté l'endettement, et on a réduit la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire de la capacité d'emprunt des entreprises. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de restructurer un peu tous ces bilans. Et alors, il y a pour moi 2 façons d'y arriver. La première, c'est d'abord l'État qui le fait au travers de la loi de finances, avec 2 mesures qui pour moi sont importantes. C'est la suspension des dotations aux amortissements pendant la période d'inutilisation des biens. Par exemple, quand les remontées mécaniques ne fonctionnent pas l'hiver, elles sont amorties, ces dotations. Alors ça ne met pas de trésorerie, mais ça améliore quand même le bilan. C'est qu'effectivement, on va suspendre ces dotations d'amortissement. La deuxième mesure faite, à mon avis, par le gouvernement, c'est... Alors, on a eu une discussion hier avec Guillaume, mais il dit qu'il faut y aller avec prudence. Mais je trouve qu'il y a un sujet de réévaluation des actifs, parce qu'aujourd'hui, notamment chez les professionnels de l'immobilier touristique, on a des valeurs au bilan d'actifs qui sont en décalage avec la réalité du marché, parce que c'est des bâtiments, des hôtels, des résidences qui ont été construites il y a déjà quelques années, et la valeur de marché a bien augmenté. Et en fait, en réévaluant, et le dispositif fiscal 2021 le permet, au moins de réétaler la plus-value sur une durée de 15 ans, ça va être de remonter un peu le niveau des fonds propres. Alors ça n'apporte pas de trésorerie non plus, mais ça permet, pour les banquiers que nous sommes, avec des problématiques de régulateurs européens qui nous imposent quand même d'avoir une certaine quantité de fonds propres en fonction de la qualité des entreprises, peut-être d'améliorer la qualité de notation de ces entreprises et nous, de prêter un peu plus facilement. Donc ça, c'était les dispositifs d'État, loi fiscale. Donc, point de vue financier, on a plusieurs outils qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut actionner. Le premier, c'est pareil, sur les entreprises qui ont de l'immobilier, et notamment les professionnels de l'hébergement, éventuellement faire ce qu'on appelle des leasebacks, c'est-à-dire racheter l'hôtel, racheter les résidences, pour permettre de réinjecter de la trésorerie, ce qui fait aussi qu'on améliore un peu le niveau du bilan et des fonds propres. Et puis, on a évidemment le sujet de la levée de fonds. C'est-à-dire que des sociétés de capital risque, capital investissement peuvent venir aux côtés. Alors c'est plutôt réservé effectivement aux plus grosses sociétés, hein, évidemment, mais c'est un vrai sujet parce que ce sont souvent les plus grosses qui génèrent le plus d'investissements. Et donc on va pouvoir aller aux côtés des actionnaires actuels, des propriétaires de l'entreprise, participer au capital. Pour autant, dans une situation comme on la vit aujourd'hui, avec les entreprises donc, qui ont vu leur valeur baisser, le chef d'entreprise, il n'a pas forcément envie d'offrir à des investisseurs son entreprise à une valeur qui est décotée et de partager le pouvoir. Et donc là, il y a 2 produits qui arrivent sur le marché, entre guillemets, qui ont été mis en œuvre, enfin qui vont être mis en œuvre dans le 2e trimestre de l'année 2021. Et je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants. C'est des outils de ce qu'on appelle de quasi-fonds propres. Donc ça vient renforcer les fonds propres et les quasi-fonds propres de l'entreprise. C'est des outils de prêt participatif et d'obligations subordonnées. C'est-à-dire que ces outils-là, qui seront pour les prêts participatifs distribués par les banques et pour les obligations distribuées par les sociétés de capital développement, c'est des outils qui sont puissants parce qu'on ne tient pas compte de la valeur d'entreprise et on ne dilue pas le chef d'entreprise également dans sa participation au capital. Donc ce qu'on appelle, c'est des outils qui sont non dilutifs, où on ne participe pas au capital, mais on vient apporter du fonds propre. Donc c'est des prêts participatifs qui sont sur une durée de 8 ans. Donc ça reste des prêts qu'il va falloir rembourser. Mais pendant 4 années, l'entreprise ne rembourse rien et elle va amortir son emprunt, son prêt participatif sur les 4 années suivantes. Donc ça, c'est des mesures qui sont également intéressantes parce qu'elles sont soutenues par l'État. C'est un peu la suite du PGE, mais dans une version j'investis. Je réemploie mes fonds dans de l'investissement pour aller financer des remontées mécaniques, pour aller construire des hôtels, pour aller financer finalement tout un aménagement ou une structuration. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a un plan national de 20 milliards d'euros qui est aujourd'hui attribué, 14 milliards pour les prêts participatifs et 6 milliards pour les obligations avec le soutien de l'État. Donc voilà, ça c'est des outils qui peuvent être évidemment mis en œuvre. Et puis évidemment, j'invite tous les chefs d'entreprise à aller voir leurs banquiers avec le soutien des professionnels et de leurs conseils pour revoir comment on peut peut-être restructurer la dette, pour savoir quelle est leur capacité d'investissement. Et évidemment, on va tous avoir beaucoup d'espoir que l'avenir soit encore meilleur que le passé et qu'on soit capable d'anticiper, je veux dire, une reprise d'activité qui nous permette
de financer des investissements en considérant que la période Covid est une période de parenthèse et qu'on va retrouver des niveaux de profitabilité qui permettront évidemment de rembourser des crédits et surtout d'investir, parce que l'objectif de ces prêts en tant que banquier, c'est évidemment que ça crée de la valeur et on compte évidemment sur la résilience, sur la force de nos chefs d'entreprise qui, on le voit au travers des études, restent confiants, on le voit au travers également des tours opérateurs étrangers qui aujourd'hui réservent de façon extrêmement massive et qui sont extrêmement motivés pour réserver pour la saison d'avenir, la saison suivante. Donc ça veut dire que le modèle des stations l'hiver comme l'été, il est fort. L'affluence de notre territoire l'été dernier a montré qu'on avait une véritable valeur et une véritable attractivité. Et on voit bien comment aujourd'hui les tours opérateurs étrangers sont déjà en train de prendre leur téléphone ou d'envoyer des mails aux opérateurs touristiques pour leur dire il faut des allotements, je vais réserver pour l'hiver prochain parce que j'ai des clients qui ont été frustrés cette année et qui veulent faire du ski. Ces leviers-là, cette transition-là, elle est donc possible et à moyen, long terme ? Alors oui, elle est tout à fait possible. Je crois que ce qui est important, moi j'ai la chance d'être dans une structure où on voit tous les métiers, c'est-à-dire l'expertise comptable, c'est l'accompagnement du quotidien, la régulation au travers du commissariat aux comptes ou le conseil. Et ce qu'on voit, c'est la transformation. La transformation d'une entreprise, elle part aussi bien de l'entrepreneur lui-même que de ceux qui l'accompagnent. Et j'entendais Cyril dire, il faut qu'on se réinvente. Le secteur de la montagne doit se réinventer, celui de la finance et du conseil doit aussi se réinventer. On est un observatoire avec une 40aine de bureaux dans la région Auvergne, une 20aine dans la région PACA. Les chefs d'entreprise, ils ont des idées. Ils s'appuient sur l'opérationnel d'abord. Ils se posent les bonnes questions. Quel est leur produit, leur modèle, ce qu'ils ont envie de faire demain, comment ils ont envie de le faire, pourquoi aller à l'international, ouvrir leur spectre d'activité. Il y a 25 ans, 30 ans peut-être, quand Poma a décidé d'aller à l'international, ça a été un vrai choix stratégique. Ça a été le choix de se dire comment je vais aller chercher ma croissance. Aujourd'hui, ces industriels, comme la TPE, ont cette capacité de se réinventer et on voit des nouveaux modèles tout le temps. On voit apparaître pour la restauration plus de ventes à emporter, des schémas différents, la livraison à domicile. Donc tous ces schémas, on sait qu'aujourd'hui, je dirais que le creuset de cette réinvention existe. Le premier point, c'est les hommes. J'ai entendu plusieurs fois chacun d'entre vous dire on a besoin d'hommes et c'est l'humain qui va prévaloir. Ça, on est sûr que ces plans, ils vont se faire plus rapidement si on peut capitaliser sur l'être humain, sur les qualités d'entrepreneur. Et quand on dit qu'on a près de 60% de la population des territoires de montagne qui est une population non salariée, ça a un sens. Ça veut dire que c'est une population d'entrepreneurs, c'est une population de gens qui se prend en main et qui est prête à avancer. Investir pour demain, oui, ça ne va pas se faire en un an. Les fondamentaux, il faut les retrouver. Alors, bien évidemment, il y a des aspects de trésorerie. Et ça, c'est le court terme, c'est l'oxygène. Quand on intervient dans la restructuration, comme c'est notre cas, ce qu'on essaye de mesurer, c'est combien de temps on a. On est dans une sorte de réanimation en disant, ben voilà, la bouteille d'oxygène, elle permet d'aller jusqu'où ? Si la trésorerie permet d'aller à 2 mois ou à 5 ans, ce n'est pas la même chose. Donc on doit donner de la trésorerie aux entreprises pour qu'elles aient de la visibilité. La finance, il y a plein de choses, effectivement. La finance doit se réinventer. Aujourd'hui, un des leaders du crowdfunding, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est finalement le financement participatif du particulier vers un projet d'entreprise qu'il séduit. Un des leaders, ce sont 2 Hauts-Savoyards qui ont monté ça, qui sont à Paris aujourd'hui, et c'est une des plateformes les plus connues. Pourquoi ils se sont engagés là-dedans ? Parce que je pense que dans leur quotidien, dans leur acte de naissance, il y avait cette volonté de s'entraider et de travailler aussi bien du rural vers la remontée mécanique, d'être à la fois moniteur de ski et fabricant de reblochons, et que le fabricant de reblochons, il a besoin d'aider le moniteur de ski. Et à ce titre-là, toutes ces plateformes digitales aujourd'hui qui permettent d'aller investir directement dans un projet, ce sont aussi des solutions. Alors évidemment, on parle de réévaluation d'actifs, on parle de situation nette, on parle de fonds propres, on parle de choses très techniques. En effet, aujourd'hui, on a donné aux entreprises des moyens d'avoir des bilans plus présentables. Les bilans plus présentables, c'est le même niveau d'exigence que Bruxelles dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on dit ? Il faut que vos bilans soient présentables pour que le banquier vous prête et qu'on ne lui tape pas sur les doigts. On a le même niveau d'exigence. Aujourd'hui, il y a des moyens. Il faut simplement faire attention qu'on a des méthodes comptables et des pratiques comptables qui conduisaient parfois, comme le disait
Mathieu, à la différence de certains autres pays, à sous-valoriser nos actifs. La réévaluation, c'est pour ça que je disais qu'il faut utiliser ça avec prudence. Il ne faut pas que ça soit surévaluer les actifs. Il faut que ce soit retrouver la juste valeur. Et c'est un exercice qui est extrêmement complexe, sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients. Mais sincèrement, aujourd'hui, les leviers, ce sont l'humain, l'opérationnel, une bonne gestion, et la capacité pour les professionnels que nous sommes tous autour de cette table d'accompagner les acteurs. Et il y a un levier aussi, je ne sais plus lequel l'a évoqué, c'est la mobilisation collective. Donc je vais vous poser la question à tous, comment elle doit être illustrée, cette mobilisation collective. Mais on va commencer avec la réponse de Mathieu de Chavannes, donc le PDG de la compagnie du Mont Blanc, qui prône, vous allez l'entendre, pour la création d'un syndicat unique pour défendre la montagne à Paris. On l'écoute. À mon avis, ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur, c'est la puissance économique de la montagne. C'est plus que l'industrie du foot. Le foot en France, c'est 5 milliards. Tout le monde sait ce que représente le foot. En gros, l'industrie du foot, c'est 5 milliards en France. La montagne, c'est 7 à 8 milliards. Je ne suis pas sûr que ça a été vu comme tel dans les ministères. Je pense que dans les ministères, sans caricaturer, mais on est plus vu comme des gens qui donnent du plaisir 15 jours à Noël et 1 mois en février. Ce n'est pas ça, la montagne. Il y a des hôtels, des restaurants, des magasins de sport, enfin tout ce que vous connaissez, c'est une industrie énorme. Et pour défendre cette industrie-là, il faut qu'on soit peut-être plus unis, qu'on ait un syndicat de la montagne qui pèse. Quand les gens, il y a un représentant à la tête de ce syndicat, il va à Bercy, il dit « Écoutez-moi, monsieur le ministre, je pèse 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, j'ai X dizaines de milliers de personnes derrière moi, il faut nous prendre au sérieux. Quand on vous parle d'aide, sincèrement, on en a vraiment besoin et vous devez nous donner un calendrier. » Voilà. Ça, à mon avis, c'est l'étape suivante. Et si on arrivait à avoir ce syndicat-là économique, on serait encore plus crédible et on pourrait s'adjoindre des services aussi. Alors, je sais que c'est un gros mot, le lobbying, mais ce n'est pas plus pour expliquer ce que l'on fait, mettre en valeur, pas pour manipuler des gens, mais pour mettre en valeur tout ce qui est fait au niveau environnemental, au niveau emploi, au niveau formation. On a besoin de s'adjoindre des services de professionnels. Fabien Fely, cette mobilisation collective, alors ça peut passer par un syndicat unique. Vous, elle doit passer par quoi selon vous? Alors, déjà, premièrement, j'ai entendu le mot humain tout à l'heure et je voulais revenir là-dessus rapidement, et la bonne gestion. Encore une fois, on est 1000 emplois, ça fait 80 ans qu'on est là. 1000 emplois Poma, ça crée 1000 emplois derrière en sous-traitance. On essaye le mieux possible de gérer Poma avec une bonne gestion d'un père de famille. Donc nous, nos choix et toutes nos décisions sont prises pour les 1500 et les 2000 emplois derrière de Poma. Donc évidemment, le mot mobilisation me parle. Évidemment, nous sommes nous sommes des acteurs de la montagne et il faut qu'on soit unis pour passer cette période absolument difficile. Il y a une mobilisation qui doit être faite à tous les niveaux de l'État pour relancer, avec ce plan de relance, relancer des projets. On voit des projets absolument magnifiques, comme Funiflame qu'on a abordé. Il y a des projets de télécabine urbaine à Grenoble, d'autres projets d'ascenseurs valléens. Il faut que les préfets, eux aussi, jouent leur jeu pour aider les autorisations, pour faciliter. On prend l'exemple du pont de Gênes, qui a été une catastrophe. En 2 ans, pendant le Covid, ils ont réussi à relancer de la dynamique, refaire le projet, l'architecture, construire le pont. Ça s'appelle de la mobilisation. Donc, nous, on va jouer notre partition en tant que chef d'entreprise pour faire le maximum pour tenir nos emplois. On a la chance d'avoir une assise internationale qui permet de... Les États-Unis vont relativement bien, les stations sont restées ouvertes. En Asie, on voit un rebond. Donc, on va tenir le coup grâce à des partenaires financiers, grâce à l'État, grâce à des aides. On espère en avoir plus. Et en tout cas, on a besoin de cette dynamique de projet pour donner de l'activité. Et cette mobilisation, elle est absolument nécessaire pour que on ne soit plus en effet à l'arrêt et qu'on soit en état de marche. Merci. Mathieu Évrard, la mobilisation collective, quand on est hôtelier de montagne, ça passe par quoi? Alors je pense qu'avant tout, on doit avoir un objectif commun, collectif, un peu court terme, qui doit être très très simple, que je peux appeler les 3 B. C'est boire une bière au bar, tout simplement. D'accord? Et cet objectif commun, ça doit se passer au printemps. Le printemps, c'est avant le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et on doit arriver à cet objectif commun ensemble, très simplement.
Une fois que ça se sera passé, je pense que la suite, effectivement, c'est plutôt le rebond, la relance, etc., etc. Et nous, on voit 3 leviers, effectivement, sur la partie collective. Premièrement, c'est retourner au commerce. Je parlais tout à l'heure de l'état psychologique de la population, donc, qui sont les clients, le personnel et les habitants. Donc il faut qu'on puisse relancer et retourner au commerce, redonner de la dynamique dans ça. Et à mon avis, surfer plus longtemps la vague du voyager en France. Elle a été lancée cet été. Cet hiver, un petit peu avec la proximité. On doit surfer cette vague-là de la proximité. C'est parfaitement écologique en plus, le plus longtemps possible. On doit aller chercher la vague des Européens. Il n'y a que 6 pays européens qui ont de la montagne sur leur territoire. Il y a 27 pays, on va aller les chercher, c'est plus proche. Donc il faut surfer cette vague-là aussi. Le deuxième levier pour moi, c'est effectivement mobiliser l'écosystème. Le syndicat, c'est un point, mais nous, on est hôtelier, on est opérateur, on accueille des clients, on a l'écosystème des vallées à mobiliser et à embarquer avec nous. Il y a eu 2 types de réactions, que ce soit dans la réaction proche ou dans la réaction un peu plus éloignée. Il y a eu des positions dures de partenaires et on sait très bien qu'on ne va pas rebondir avec eux. Et il y a eu des gens qui étaient plutôt dans l'accompagnement, dans la compréhension, en disant il y a quelque chose qui se passe et c'est inédit, on va vous aider, on va vous accompagner, et c'est avec eux qu'on va rebondir le plus fort. Et enfin, mobiliser les ressources, donc les ressources de 2 ordres, les ressources financières. Et effectivement, tous les mois, tous les trimestres, il y a un nouveau processus, un nouvel instrument, une nouvelle idée pour l'accompagnement des acteurs comme nous. Et donc c'est parfait. Nous, on suit le pointillé et on va essayer d'arriver à mobiliser ces ressources financières qui vont être en même temps de remobiliser l'humain, évidemment, qui est en état d'abstinence depuis trop longtemps. Merci beaucoup Mathieu Hébrard. Lionel Schlesser, cette mobilisation collective, effectivement, elle est essentielle. Moi, je veux revenir juste sur une chose. Aujourd'hui, effectivement, on parle de plan de relance avec des centaines, voire des centaines de millions d'euros et milliards. N'oublions pas, effectivement, et on l'a parlé, que le souhait au final, c'est de vouloir travailler. Pour vouloir travailler, il va falloir des clients. Aujourd'hui, je n'entends pas parler de sommes qui vont être mises en place sur le plan de relance au sens promotion du terme, au sens stimulation du terme. On dit souvent que le tourisme est une activité non délocalisable. Certes, mais les clients, ils le sont. La concurrence, elle va être mondiale. Quand on va avoir la chance d'aller boire une bière au bar, ce grand projet, vu que l'approche de la sanitaire, elle est globale, ça veut dire que les marchés vont ouvrir en même temps. Et donc, il va falloir être en capacité de restimuler cette demande pour faire en sorte que la France, et notamment l'univers de montagne, réémerge très très vite. Et je peux vous dire qu'il y a des pays qui mettent plus de moyens sur la table. Donc ça, c'est le premier message, c'est que le collectif et le lobbying, l'influence, ils doivent se faire également à ce niveau-là. Deuxième message, arrêtons de saupoudrer les moyens, travaillons sur les effets de levier, y compris en promotion. On le fait au sein de France Montagne de manière, je dirais, plutôt efficace, très renforcée depuis cette crise. Donc il y a eu du positif. Et on doit accentuer avec tous les territoires pour faire en sorte de ne pas créer de la concurrence là où il n'y en a pas. Et puis le troisième point, c'est sur le prisme de la solidarité. Il y a un certain nombre de populations qui sont encore plus touchées par rapport à cette crise. Il se trouve qu'au même moment, on a fait le choix de créer un fonds de dotation. Alors c'est un nouveau fonds, ce n'est pas un fonds d'investissement, ce n'est pas un fonds de relance, c'est un fonds de dotation, donc qui fait appel à de la politique de mécénat. C'est une nouveauté, ça s'appelle Essentiem. C'est même pas une émanation d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c'est une nouvelle entité au niveau national pour faire en sorte effectivement que le tourisme soit éligible au mécénat et qu'on puisse, je dirais, aussi travailler la solidarité. Les montagnards l'ont fait cet été avec une grande opération qui s'appelait Montagne Solidaire, qui était portée par France Montagne, qui visait à quelque part à apporter du réconfort au personnel soignant. Je pense que dans cette période de relance où l'économie va primer, n'oublions pas que le social va être aussi important que ça, et ayons aussi en tête de pouvoir mener ce type d'enjeu au même titre que la relance purement économique. Merci beaucoup, Lionel Schlesser. Cyril Goutenoir, ça doit passer par quoi la mobilisation collective ? D'abord, on est dans un modèle particulier en France de construction des acteurs du tourisme. Et par rapport à nos voisins autrichiens ou par rapport aux Américains, on n'a pas la même façon de gérer la station.
Donc il faut que nous, en France, on a énormément de professionnels qui travaillent les uns à côté des autres. Ils ont certes souvent un même objectif, pour autant ils ne se parlent pas, parce qu'ils sont cloisonnés soit dans leur métier, soit parce qu'on a des vallées qui font qu'ils ne se parlent pas. Et donc l'objectif, et c'est aussi le rôle d'une banque du territoire comme le Crédit Agricole, avec laquelle on est au capital d'un certain nombre d'acteurs, on a des comptes et on est capable justement par le lien du compte de parler à l'ensemble des acteurs de ces montagnes. On doit être capable de les rassembler pour qu'ils se parlent, pour qu'ils prennent les bonnes pratiques, les benchmarks sur tous les secteurs d'activité. Et en fait, je pense que voilà, le rôle c'est ça, c'est mettre l'humain, et on en parlait depuis tout à l'heure, mais l'humain au centre des relations, de telle manière à ce que les hommes et les femmes qui animent ce territoire de montagne se parlent, s'écoutent, fassent des choses ensemble. Effectivement, Mathieu, on parle, c'est un syndicat, mais ça c'est pour aller parler aux politiques. Mais d'une manière très concrète, nous, on essaye de rassembler de temps en temps dans des manifestations plutôt informelles des acteurs, et on voit bien comment, finalement, il y a des choses qui se passent. Il y a une synergie qui se crée, il y a vraiment des synapses qui se lient entre eux de telle manière à ce qu'ils vont visiter les hôteliers dans une station, dans une autre, parce que les clientèles sont différentes, parce que les modèles ne sont pas pareils. Pour autant, on s'inspire les uns des autres et il faut effectivement qu'on soit solidaires tous ensemble de nos montagnes. Merci beaucoup Cyril Goutenoir. 2 questions en une puisque nous sommes en retard. La mobilisation collective et des raisons de croire, on l'a bien compris tout au long de cette émission, à un avenir prometteur dans nos belles montagnes. Je dirais que les deux questions se répondent. Le collectif, je crois que c'est déjà l'exemple de ce plateau. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de réunir des gens qui viennent de parcours différents, de métiers différents, qui se parlent, qui s'écoutent et qui entendent le message de l'autre. Et ce sont donc des interactions, des collaborations et de la proximité. C'est avant tout comme ça qu'on peut arriver à faire évoluer les choses. Il faut d'abord que les gens se parlent dans leur métier ou dans les interactions métiers. Le deuxième élément, effectivement, c'est un message national commun. Et ce message national commun, je crois qu'on est plus fort pour le porter quand on est capable d'avoir eu le premier élément de la collaboration et de la définition du message. Il y a autour de cette table, et même en distanciel, que des gens qui sont, et je les en remercie, des gens qui comptent dans leur métier, dans leur profession, et qui donc sont capables de porter ces messages. La question, c'est simplement d'être capable de définir ce message commun et cette envie. Alors, quelles raisons d'y croire ? Il y a des raisons évidentes. La montagne, elle s'est réinventée, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis 60 ans. Ce sont des territoires, et ce sont des territoires qui représentent une masse, une richesse humaine évidente. Il y a une deuxième raison d'y croire, c'est qu'on est dans un retour à la nature, là aussi avec les vraies valeurs que porte la montagne, et ça c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer. On voit aujourd'hui l'envie des gens de retrouver un tourisme durable, de retrouver le sport de plein air, de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir aller boire une bière au bar, tous ensemble. Et je crois que ça, ce sont des vraies opportunités. Donc, de magnifiques raisons d'espérer, c'est quand on peut voir la qualité des intervenants qui sont ici et leur envie. Et la principale raison d'espérer, c'est celle-là. C'est qu'on a des acteurs, mais ceux qui sont présents aujourd'hui, comme ceux qui sont derrière leur écran et qui regardent et qui sont inscrits, des entrepreneurs, qui sont des gens qui ont juste envie que ça se passe bien. Et ben voilà. Alors, on n'a pas eu de question, on a eu un témoignage pour conclure. Une solution pour préserver le cash, décaler le paiement des charges sociales des accords en CCSF sont aisés à obtenir actuellement avec l'URSSAF. Voilà, on parlait de solidarité. Voilà, un petit conseil de quelqu'un qui témoigne. Merci beaucoup à tous les 5 de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Un grand merci aussi à ceux qui sont en régie et qui nous ont aidés à préparer et réaliser cette émission, les équipes de KPMG et de 8 Mont-Blanc. Merci à vous, aux participants qui nous ont suivis, interrogés, éclairés. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre antenne le dimanche 14 mars à 17h. Merci beaucoup, à bientôt.